J'étais debout à l'entrée du salon, tenant un plateau de petits gâteaux que j'avais faits moi-même, quand ma fille m'a présenté à ses invités comme juste la nounou. Mon cœur ne cesse pas s'effondrer. Il ne cesse pas briser, il cesse simplement replier sur lui-même, comme une vieille photographie froissée, usée, doucement effacée. Je regardais Camille sourire, comme si je n'avais pas passé la matinée à frotter les taches de jus sur le carrelage de la cuisine. Comme si je n'avais pas planifié toute cette fête, du choix des couleurs au petit drapeau sur les cupcakes. Comme si je n'étais pas celle qui avait élevé ces petits garçons depuis le jour où elle me l'avait tendu, rouge et hurlante, à la maternité de Saint-Antoine. Tout le monde applaudissait le gâteau. On applaudissait le père qui était resté juste assez longtemps pour prendre une photo. On applaudissait la mère avec son titre impressionnant sur LinkedIn. Personne n'applaudissait la femme qui tenait le plateau. Je m'appelle Madeleine Hay. J'ai 73 ans, et cela fait 6 ans que je suis le centre silencieux d'une famille qui a oublié que j'existais. Je suis la grand-mère devenue nourrice, l'infirmière, la cuisinière, le fantôme de la chambre d'amis. Et je suis ici pour raconter ce qui s'est passé le jour où ils ont dit juste la nounou, et ce que j'ai fait ensuite. Parce que ce qu'ils ignoraient, en passant devant moi avec des sourires polis, c'est que l'acte de propriété de cette maison portait encore mon nom. Je n'avais pas prévu de rester. Quand Camille m'a appelé ce matin-là, la voix tremblante de fatigue et de larmes continues, j'ai préparé ma valise avant même qu'elle ne prononce les mots. Artère arrive plus tôt que prévu, bruyante, fragile, les poumons pleins de vie et de détresse. Camille était déboussolée, douloureuse, perdue. Paul tournait en rond dans les couloirs de la maternité de Saint-Antoine avec son téléphone collé à l'oreille, incapable d'affronter ce que signifiait Raymond devenir père. Il avait besoin d'aide de moi. Le plan était simple. Je resterai quelques semaines, le temps qu'ils prennent leur marque, qu'ils retrouvent un peu d'équilibre. Je pensais à un mois, peut-être deux. Cela fait maintenant 6 ans. Au début, je dormais sur le canapé, puis dans la chambre d'amis. Peu à peu, elle est devenue mienne, dans tout sauf dans les mots. Camille disait que c'était logique, puisque j'étais déjà là la plupart du temps, et Paul trouvait que provisoire. Ils parlaient parfois de recruteur ou assistante maternelle, mais aucun nom ne fut jamais mentionné. Aucune annonce n'a jamais été postée. Juste moi, toujours moi. Je guérais les biberons de minuit. Les couches n'aiment plus finir. Je portais alter contre ma poitrine pendant des heures, marchant dans le couloir jusqu'à ce que ces cris deviennent un soupir. Quand Camille a repris son poste chez AXA bien plus tôt que prévu, qu'est-ce moi qui l'ai regardé s'éloigner, le bébé dans les bras, en lui promettant que tout irait bien. Quand il faisait ses dents, quand il avait de la fièvre, quand il refusait de manger ou qu'il tombait malade, qu'était toujours moi. Il disait, maman, à sa mère bien sûr, mais qu'était mes bras qu'il cherchait quand le monde devenait trop grand. Ils me remerciaient au début. Camille laissait des petits mots sur ma tasse de thé. Paul me surnommait Sainte Madeleine, avec un sourire en coin. Mais la gratitude a une durée de vie courte. Si vous l'acceptez trop longtemps sans rien demander, elle devient une attente. Très vite, ce n'était plus. Merci d'être resté éveillé toute la nuit, mais tu peux le garder ce soir. Ou encore, tu es vraiment précieuse, maman. Lance la va-vite en attrapant ses clefs. Les remerciements sont cessés. Les demandes sont devenues des automatismes. Ils ne demandaient plus si j'avais des projets, si j'étais fatigué, si j'allais bien, parce que j'étais toujours là. Et quand on est toujours là, on finit par disparaître. J'ai arrêté d'aller à la chorale. J'ai décliné les déjeuners avec les veuves du quartier. Je me suis convaincue que j'étais plus utile ici, que ce n'était qu'une période, mais une période qui ne finit jamais devient une condition. Je suis devenue la femme de l'ombre, présente, silencieuse, indispensable. Et peu à peu, ils ont cessé de me voir, jusqu'au jour où ils m'ont appelé la nounou, comme si j'étais de passage, comme si je n'avais jamais appartenu à cette maison. Les nuits les plus longues sont arrivées très vite. Autres pleurait sans relâcher, un cri perçant qui traversait les murs et me transperçait le cœur. Paul essayait de faire bonne figure, marchait de long en large dans le couloir. Puis, excède, retournait se coucher avec un soupir agace. Camille, elle, peinait à se remettre de l'accouchement. Son corps était encore douloureux, et son esprit fragile.
Alors que je m'équivoquais à dans mes bras jusqu'à ce que ces sanglots s'éteignent. Je marchais en rond dans le salon, les rideaux tirés, en lui murmurant les chansons que je chantais autrefois à Camille. Dans ces moments-là, je me disais que l'amour, le vrai, c'était cas. Être la quand plus personne ne le peut. Camille est retournée travailler bien plus tôt que prévu. Elle m'a dit que sa boîte de conseils ne pouvait pas se passer d'elle, qu'il y avait une promotion en jeu. J'ai hoché la tête. Je hocherai toujours la tête, pensai-je. Elle a pleuré le premier matin, m'a appelé 2 fois avant midi. Puis plus rien. Très vite, elle est partie plus tôt, revenue plus tard. Le tirelet a traîné dans un coin de la cuisine quelques semaines, puis a disparu. Le lait en poudre est devenu la norme. J'ai adapté, je m'adapte toujours. Paul se vantait d'être le papa cool. Il posait avec Arthur sur Instagram, publiait des selfies légendes, vie de papa, ou, dimanche en famille, taguait Camille pour faire bonne figure. Mais je savais qu'il nettoyait quand Arthur vomissait dans la voiture, qui restait éveillé toute la nuit quand la fièvre ne tombait pas, qui coupait les raisins en 4. Je savais qu'il oubliait de racheter du lait 3 jours de suite. Ce qui blessait le plus, ce n'était pas de devoir tout faire, ce n'était même parce qu'ils oubliaient de m'aider, qu'était cette facilité avec laquelle ils redessinaient la réalité. Cette manière qu'ils avaient de me reléguer au second plan sans même s'en rendre compte. Au début, ils me consultaient. On discutait des crèches, des petites maladies, des histoires du soir. Puis les décisions se prenaient sans moi. Et les tâches retombaient toujours sur mes épaules. Un jour, j'ai entendu Paul au téléphone conseiller un collègue sur l'équilibre travail-famille. Il a dit, on a de la chance, sa mère est un peu comme notre nounou à domicile. J'étais dans le couloir avec une panière de linge. Mes mains se sont crispées. Je n'ai pas réagi. J'ai appris à ne pas réagir. Je me suis dit que j'exagérais, qu'ils étaient juste débordés, que les choses finiraient par changer. J'ai attendu ce changement. Je l'ai attendu à travers les chutes, les fièvres, les anniversaires. Mais il n'est jamais venu. À la place, j'ai nourri plus que des biberons. J'ai nourri leur image, leur carrière, leur confort, et personne ne se demande si moi, je n'avais pas faim aussi. Le matin de l'anniversaire d'Arthur, tout a commencé comme les autres grands jours dans cette maison, avec une liste interminable de choses à faire et personne pour les faire. Camille avait une visio avec une cliente importante, même un samedi, et Paul s'était déjà changé pour sortir. Il refermait sa veste de jogging en me lançant qu'il devait aller chercher les ballons. Je lui ai dit que je les avais déjà commandés chez le fleuriste de la rue Monge. Il a haussé les épaules et était parti sans répondre. J'avais préparé le gâteau la veille, un moelleux au chocolat à 3 étages avec une ganache maison. Arthur adorait ça. J'avais décoré le dessous avec des petites fusées et des étoiles, parce qu'il était passionné par l'espace depuis des mois. J'avais fait des mini-sandwichs en forme de croissant de lune, roule les serviettes dans des anneaux argentés, prépare les sachets cadeaux pendant que la maison dormait encore. Je ne faisais pas ça pour Paul ou Camille. Je le faisais pour Arthur. Les détails comptaient pour lui. Ils comptaient pour moi aussi. Camille est rentrée vers 11 heures, contrariée que le bonbonnière centrale n'ait pas été livrée. Elle fulminait, téléphone en main, faisant les sympas sur le carrelage alors que je gonflais les ballons avec une pompe à main. Elle m'a jeté un regard sec, le genre de regard qui dit que c'est moi qui aurais dû y penser. J'ai baissé les yeux, inutile de répondre. Dans cette maison, souligner une erreur ne menait à rien, sinon à plus de silence. Les invités sont arrivés un peu après-midi, des collègues de Camille, des parents d'élèves, des amis de Paul Vénus de son club de padel. Ils portaient des cadeaux soigneusement emballés, des plateaux de fruits déjà découpés. Ryan en s'installant dans le jardin. J'ai accueilli chacun avec un sourire, offert à boire, indique ou poser les manteaux. Personne ne me connaissait, personne ne demandait qui j'étais. Je n'ai pas été présentée, pas tout de suite. Camille papillonnait entre les groupes, son rire clair résonnant dans l'air tiède, parfaitement à l'aise. Paul, lui, restait près du barbecue, tenant des pinces comme un trophée, racontant comme des availlants, tout organisé mêmes. Je les regardais depuis la cuisine.
essuyant une surface déjà propre, réajustant une assiette que personne ne remarquerait. Quand Camille à une femme prononce mon nom, qui était pour répondre à une femme élégante qui complimentait la décoration. Camille a souri, pris une gorgée de vin blanc, et a dit « Oh, on a de la chance. C'est juste notre nounou, Madeleine. Elle est formidable avec Arthur. » Elle l'a dit comme on dit que le facteur est ponctuel, comme une évidence, posez-la sans gêne. Je n'ai rien corrige. Je n'en avais pas besoin. Les mensonges avaient été répétés pendant des années. Ce n'était que la première fois qu'elle le disait tout haut. Je suis resté là, un plateau de mini-quiches à la main, laissant cette vérité me couler dans le ventre comme une poide. Ils avaient enfin mis des mots sur ce qu'ils avaient toujours pensé. Je n'étais pas la grand-mère, j'étais la main-d'œuvre. Les mots sont raison plus forts que la musique de fond. Je les ai entendus jusque dans mes os, bien avant de vraiment les comprendre. C'est juste notre nounou, Madeleine. Pas maman, pas mamie, pas la femme qui avait veillé sur Arthur nuit après nuit, qui connaissait ses rires, ses peurs, ses habitudes mieux que personne. Aucune mention de celle qui avait cuisiné chaque repas dans cette maison, planifie chaque goûter d'anniversaire, console chaque pleur. Rien de tout cela. Juste la nounou. J'étais près de la baie vitrée, le soleil de juin traversant la pièce en nappes dorées. Autour de moi, les gens souriaient poliment, hochant la tête devant le charme naturel de Camille, admirant la décoration que j'avais mise en place la veille, la présentation de la table, les petits détails qu'ils croyaient improvisés. Je souriais aussi. J'ai toujours su sourire, c'est devenu une habitude, une seconde payo. Camille s'éloignait déjà, riant à une plaisanterie d'un invité. Paul tournait des saucisses sur le barbecue comme s'il les avait préparées lui-même, racontant comment il s'était levé tôt pour tout organiser. Je savais qu'il était resté au lit jusqu'à 10 heures. Je savais qu'il n'avait rien acheté, rien cuisiné, rien préparé. Je savais tout cela parce que j'étais là pour tout. Je suis retourné dans la cuisine, qui était mon refuge, là où je pouvais m'activer en silence, sans avoir à prétendre. J'ai nettoyé quelques verres, réarrange des plats déjà parfaitement rangés. Mes mains cherchaient en bas pendant que ma tête bourdonnait. Ce n'était pas la charge de travail qui me pesait. Ce n'était même pas le manque de reconnaissance, qui était l'effacement. Ce sentiment d'être relégué, peu à peu, à une simple fonction, une silhouette utile mais interchangeable. J'aurais pu leur dire, leur rappeler que c'était moi qui avais acheté le berceau, quand ils n'avaient pas les moyens, que j'avais réglé les factures d'électricité ces mois d'hiver où leur compte était à découvert, que cette maison, celle dans laquelle ils vivaient, avait été achetée avec mon épargne, après le décès de mon mari, qu'à l'époque, je croyais encore qu'aider ses enfants ne nécessitait aucun contrat, mais je n'ai rien dit. Je regardais les enfants courir dans le jardin. Arthur était avec sa couronne de papier, les yeux rouges d'excitation. Il ressemblait tellement à Camille, au même âge. Un éclat de lui me transperça, me rappelant pourquoi je n'étais jamais parti. Puis quelque chose s'endurcit en moi, pas de la colère, de la clarté. S'ils ne voyaient toujours parce que j'étais, après tous ces temps, ils ne le verraient jamais. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que moi seul le savais en silence, qu'est-ce que cette maison était encore légalement à mon nom. Et le jour où ils m'ont appelé la nounou, ils m'ont offert la permission de cesser d'être une. Ce soir-là, bien après que les invités soient partis et que les guirlandes en papier soient tombées, je suis restée seule dans la cuisine. Le silence avait repris possession de la maison. Les verres avaient été lavés, les miettes balayées. Paul et Camille avaient monté Arthur se coucher il y a déjà une heure. Leurs éclats de rire étouffés par les murs. J'attendais que silence, le moment où plus rien ne bouge. C'est lui où les décisions se font. Je me suis levée lentement, suis allée jusqu'à la chambre d'amis, celle qu'on m'avait attribuée au fil du temps, sans que personne ne prononce jamais les mots. Dans l'armoire, au-dessus de la pile de draps, derrière une boîte de boutons et un album de photos jaunes, se trouvait un dossier carton. Un vieux dossier beige, fermé par un simple élastique. Je l'ai descendu avec précaution, mes mains tremblantes à peine, mais pas de peur. De résolution, à l'intérieur,
Des documents que Camille m'avait confiés quand ils avaient emménagé, des factures, quelques relevés, une lettre de la mairie, et tout au fond, l'acte de propriété, mon nom, uniquement le mien. Je me souvenais parfaitement du jour où je l'avais signé, assise dans le bureau du notaire sur l'avenue Domesnil, le sac contenant la photo d'Henri à mes pieds. Après sa mort, j'avais utilisé l'assurance vie pour acheter cette maison, une grande maison avec jardin, pour que Camille, Paul et autres puissants s'y installent. À l'époque, ils pataugeaient encore. Paul enchaînait les CD, Camille commençait à peiner à grimper l'échelle. Je voulais leur donner un point d'ancrage, un endroit stable, une maison pour grandir ensemble. Ils avaient promis de reprendre le crédit quand leur situation le permettrait. Qu'elle devait se faire au bout d'un an, peut-être deux. Mais rien n'avait été fait. Et moi, trop soucieuse de ne pas créer de conflits, je n'avais rien exigé. Je pensais que ce n'était pas important. Que ce qui m'appartenait leur appartenait aussi. C'est ce qu'a la famille, non. Mais ce soir-là, assise sur les bords du lit, l'acte dans les mains, je le voyais autrement. Ce n'était plus un geste d'amour, qu'était une épreuve. Une épreuve qu'ils n'avaient jamais fait le moindre effort pour me considérer autrement que comme un élément acquis, une commodité. Je relisais les clauses en silence, pas de copropriété, pas de souffrit de partage, aucun élément contestable, tout était légal, tout était en ordre, il suffisait d'un appel pour tout remettre en perspective. Pas un cri, pas une vengeance, juste un rappel. Je me suis levé, l'enveloppe contre moi, à travers la maison dans l'obscurité douce du début d'être, suis revenu dans la cuisine et j'ai posé le dossier sur la table. Il était temps d'appeler Maître Bernard. Le lendemain matin, je me suis levé avant tout le monde. Le ciel était encore pâle au-dessus du jardin, et la maison flottait dans un silence paisible que j'avais appris à chérir. Arthur dormait profondément dans sa chambre à l'étage, bercé par les draps imprimés de fusées que je lui avais cousus pour ses 5 ans. Je suis descendu doucement, le dossier toujours à la main, et j'ai composé le numéro de Maître Bernard, le notaire de famille que j'avais consulté après la mort d'Henri. Il avait vieilli, sa voix un peu plus lente, mais toujours précise. Je me suis présenté, puis je lui ai expliqué calmement que je voulais revoir les termes d'un bien que je possédais toujours, malgré les circonstances actuelles. Il a écouté sans m'interrompre, notant mes mots, puis m'a demandé d'envoyer une copie de l'acte. Je lui ai transmis les documents par mail depuis l'ordinateur familial, sans que personne ne s'en aperçoive. Il m'a rappelé une heure plus tard. Sa voix était plus fermée cette fois. Il m'a confirmé que la maison était bien enregistrée à mon nom seul, sans donation, sans démembrement, sans clause de partage. Une propriété pleine et entière, sans contestation possible. Il m'a demandé, très doucement, si j'étais sous pression, si je me sentais en danger. J'ai répondu que non. Je n'avais pas peur de Camille ou de Paul. Ils n'étaient pas violents, seulement confortablement aveugles. Je lui ai dit que je ne voulais pas les mettre dehors, pas dans l'immédiat. Que n'était pas une punition, qu'était une mise au point. Je voulais un contrat de location, un cadre. Un rappel que leur stabilité avait été bâtie sur ma discrétion. Il a compris tout de suite. Il m'a proposé de rédiger une lettre officielle posée et claire, avec les nouveaux termes de leur séjour. Loyer symbolique, répartition des charges, respect des espaces, un document simplement légal. Quand nous avons raccroché, je suis resté un moment près de la fenêtre. Le jardin était encore parsemé des restes de la fête. Un ballon s'était écoué dans les hortensias. Une serviette en papier flottait sur la pelouse. Je pensais à toutes ces fêtes d'anniversaire que j'avais préparées. Chaque guirlande, chaque part de gâteau, chaque petit sac rempli de surprises, des heures de travail invisibles, des instants capturés en photos où je n'étais jamais. J'ai versé du café dans ma tasse, scellé avec le bord de brèche que personne n'utilise sauf moi, et je me suis assise. Cette maison, je l'avais donnée sans condition, mais je venais de la reprendre avec calme, avec dignité, sans cri, sans colère. Je n'étais pas une nounou. J'étais le pilier, et un pilier qu'on oublie pour tout à fait rappeler qu'il tient les murs. La lettre est arrivée un lundi matin, dans une enveloppe blanche posée discrètement sur la table de la cuisine. Entre la corbeille de fruits et un cahier de coloriage d'Arthur.
Rien ne la distinguait des autres courriers. Aucune marque particulière. Pas de mention menacante. Juste une lettre. Propre et sobre. Rédigée par Maître Bernard. Camille était encore en haut, absorbé par une réunion en visio. Paul venait de rentrer de son jogging matinal, ruisselant de sueur comme s'il venait de conquérir une montagne. Je préparais le petit déjeuner quand il a aperçu l'enveloppe. Il l'a ouverte machinalement, debout, une tartine à la main. Il a commencé à lire, puis s'est arrêté net. Le papier tremblait à peine entre ses doigts. Il l'a relu une seconde fois, plus lentement. Il est resté figé un instant, puis a appelé Camille d'une voix sèche. Elle est descendue en chaussant, son ordinateur toujours ouvert dans la main. Quand elle a lu la lettre à son tour, ses sourcils se sont froncés. Ses lèvres en bougent sans qu'aucun mot ne sorte immédiatement. C'est quoi, maman? A-t-elle fini par demander, les yeux rivés sur moi. Je me suis tournée vers elle posant calmement ma cuillère. Cela signifie que vous resterez ici sous un nouveau statut, en tant que locataires, avec un accord écrit. Paul a ri un petit rire nerveux, incrédule. Tu ne peux pas faire cas, qu'est absurde. J'ai peur, ai-je répondu sans élever la voix. Et je l'ai fait. Cette maison est à mon nom. Elle l'a toujours été. Camille s'est assise, comme si ses jambes ne la portaient plus. Tu nous mets dehors? Après tout ce qu'on partage? Non, je vous propose de rester, mais en respectant un cadre. Je vous ai tout donné pendant 6 ans. Mon temps, mon énergie, mon espace, sans jamais rien demander. Aujourd'hui, je pose simplement des limites. Vous ne pouvez pas vivre ici comme si j'étais une pièce de mobilier. Un silence épaisse s'est installé. Paul se tenait debout, les bras croisés, furieux mais hésitant. Camille avait le regard flou, perdu entre la colère et la honte. Je ne cherchais pas à blesser. Je n'accusais pas. Je m'étais fait une habitude. Ils ne sont pas partis ces jours-là. Ils n'ont pas claqué de portes. Mais quelque chose avait changé. Dans leurs regards, il y avait cette lueur nouvelle. Pas encore du respect. Pas encore de reconnaissance. Mais une conscience, une prise de réalité. Ils me voyaient enfin, non comme une nounou, ni comme une servante silencieuse, mais comme la femme qui possédait cette maison, qui les avait portés plus longtemps qu'ils ne l'admettaient. Je ne les ai pas repoussés, je les ai replacés, à leur juste place. J'ai longtemps cru que la politesse était une forme d'amour, que si l'on faisait preuve de douceur, de patience, de discrétion, les autres finiraient par répondre avec reconnaissance. Qu'à force de ne pas déranger, on finirait par être invité à la table. Mais après des années à m'effacer, je comprenais enfin ce qu'elle m'avait coûté. Dans cette maison, ma politesse s'était transformée en silence. Mon silence, en autorisation tacite. Et Dieu, sans jamais hausser le ton, m'avait lentement poussé en dehors du cadre. Même après la lettre, une part de moi voulait les ménager. Ces réflexes ancrés, celui de rassurer, de consoler, de protéger. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le malaise s'installer. Je l'ai regardé grandir entre nous, inconfortable mais nécessaire. Il fallait que cela existe. Il fallait que cela se voie. Pendant des années, je me suis tué, j'ai dit oui à tout. J'ai accepté les demandes de dernière minute, les soirées prolongées, les heures tupieux inoccupées, sans horaires ni merci. J'ai avalé mon café froid dans la cuisine pendant qu'ils prenaient l'apéritif sur la terrasse. J'ai entendu les soupirs quand j'osais refuser, et je me suis convaincu que c'était normal. Mais la dignité ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas, elle s'efface. Lentement, jusqu'au jour où vous ne reconnaissez plus votre propre reflet, où vous réalisez que vous n'avez rien fait pour vous-même depuis des années, que vous avez cessé d'exister en tant que personne pour devenir une fonction, une figure pratique, sans contours. Ils n'étaient pas méchants, c'est ce qui rendait tout plus douloureux. Ils étaient simplement négligents, absorbés par leur quotidien, leur confort. Ils ne voyaient pas que mes pantoufles étaient trouées, que la chaise dans ma chambre grinquait, que je ne sortais plus que pour acheter du pain ou aller chercher autre. Ils pensaient que si je ne me plaignais pas, qu'est-ce que tout allait bien. Mais le fait de ne pas demander ne signifie pas qu'on a besoin de rien. Et aimer ne veut pas dire se sacrifier jusqu'à l'oubli. L'amour doit respirer, pas s'étirer.
Depuis la lettre, les choses avaient changé. Pas en surface, en profondeur. Paul commence à sortir les poubelles sans qu'on lui demande. Camille m'a demandé, un soir, si je voulais manger à table plutôt que dans la cuisine. Que t'es maladroite, hésitante, mais sincère. Arthur, lui, n'a rien changé. Il continuait à m'éteindre ses dessins, à m'appeler pour les histoires du soir, à venir se blotter contre moi sans explication. Il ne voyait aucune différence, ou peut-être que si, mais à sa manière d'enfant, il acceptait ce qui venait. Il n'a jamais cessé de me voir. Et c'est pour lui que je suis restée, pas pour leur pardon, pour que lui au moins grandisse en comprenant que l'amour, ce n'est pas se perdre, c'est se tenir debout, même dans le silence. Une semaine après la lettre, j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. J'ai quitté la chambre d'amis, sans prévenir, sans faire de scène. Un matin où la maison était vide, j'ai plié mes vêtements, rangé mes affaires dans deux valises et je suis montée à l'étage. J'ai ouvert la porte de la chambre principale, la lure, celle qui avait toujours été considérée comme la lure, même si sur le papier, elle m'appartenait autant que les fondations de cette maison. Que taille étrange, au début, l'espace, la lumière, le silence. Les murs étaient décorés à la manière de Camille, sobres, fonctionnels. Une parure de lit beige, de cadre sans âme. J'ai retiré les coussins, range les objets sans chaleur, et j'ai sorti de la housse un vieux couvre-lit en patchwork que j'avais cousu des années auparavant. Chaque carré venait d'une chemise d'Henry, d'une robe de Camille enfant, d'un foulard que j'adorais. J'ai recouvert le lit avec. Et là enfin, qui était chez moi. Dans l'armoire, tout en haut, j'ai retrouvé une boîte à couture que je n'avais pas ouverte depuis des lustres. J'ai sorti le métier à quilter, pose le cadre devant la fenêtre et j'ai commencé à assembler les morceaux d'un nouvel ouvrage. Mes mains étaient enrouillées, les gestes hésitants, mais très vite, les automatismes sont revenus. Le tissu glissait entre mes doigts. Je respirais à mon rythme. Ils sont mis toujours à remarquer. Paul a essayé d'ouvrir la porte sans frapper. Se retrouve face à un verrou qu'il ne connaissait pas. Camille a toqué un matin, un plateau à la main, l'air confus. Elle a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit que non, simplement que je prendrais mon petit déjeuner plus tard. Elle n'a pas insisté. Arthur, lui, a accueilli la nouvelle disposition avec les sens naturels des enfants. Il explore la pièce comme un territoire neuf. Il s'est installé sur le tapis avec ses jouets, a caresse le couvre-lit du bout des doigts. C'est toi qui l'as fait, mamie? J'ai dit oui. Il m'a demandé si je pouvais lui en faire une. J'ai dit oui aussi. Très vite, il a commencé à venir me voir là, dans cette chambre baignée de lumière, pendant que je cousais. Il s'installait sur le fauteuil avec ses livres, ou dessinait sur le sol. Il ne me demandait rien. Il était juste là, en paix, sans que je sois obligée de le garder, de le surveiller. Juste parce qu'il voulait être avec moi. Chaque matin, je me veillais dans ce lit comme on revient à soir. Et chaque soir, je retrouvais un bout de moi que j'avais laissé enveiller trop longtemps. Je ne flottais plus à travers la maison. Je marchais avec une forme de calme que je croyais perdue. Cette chambre n'était pas une revanche, qui était une reconnaissance, la mienne. Il y avait un endroit dans la maison que j'évitais toujours du regard, un mur, dans le couloir qui menait au salon, recouvert de cadres soigneusement agencés. Camille appelait qu'à le mur de souvenirs. On y voyait Arthur soufflant ses bougies, Camille recevant un prix professionnel, Paul en maillot de randonnée en haut d'un sentier alpin, des sourires figues, des moments choisis, des instants que j'avais souvent photographiés moi-même, avec leur appareil, avant de leur remettre pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Je n'y apparaissais jamais. Ces murs me murmuraient que j'avais été là, mais qu'on n'avait pas jugé utile de me garder dans le cadre, qui était subtil, presque invisible. Mais chaque absence était une épreuve. Une absence répétée devient une vérité. Un après-midi, pendant que Camille travaillait depuis le bureau et que Paul bricolait au garage, j'ai pris le parti de corriger cette version des choses. J'avais fait imprimer quelques photos la veille, à la boutique photo de la rue des Archives. Une de moi est Arthur dans le potager, riant au éclat, couverte de terre. Une autre,
Lui et moi endormis sous une cabane de coussins, un livre ouvert sur nos jambes. Une dernière, lors d'un orage, Arthur dans mes bras, les yeux grands, me rassures. Je n'ai pas retiré les anciennes photos, je n'ai pas effacé leur version, j'ai simplement ajouté la mienne. Une vérité parallèle. J'ai déplacé un cadre ici, inséré un autre là, sans annonce, sans bruit, mais avec détermination. Camille remarque la modification le soir même. Elle s'est arrêtée devant le mur, le regard fixé sur la photo de moi et Arthur dans le jardin. Elle est restée silencieuse. Puis elle a continué son chemin. Paul, lui, n'a rien dit, mais je l'ai vu ralentir quand il est passé devant la photo de l'orage. Il se souvenait sûrement de cette nuit-là, où il était sorti rejoindre des amis pendantes que j'avais laissés sur leurs fils, dans les éclats de tonnerre. Arthur, en revanche, a adoré les nouvelles photos. Il les a pointées du doigt avec fierté. C'est le jour où on trouve le ver de terre. Là, on a dormi dans le vaisseau coussin. Il ne demandait pas pourquoi elles n'avaient pas été là avant. Il les accueillait comme une évidence. Seymour ne criait rien, mais il murmurait enfin une vérité complète. J'avais été là, présente, maternelle, constante, et désormais visible. Le changement n'a pas été immédiat. Camille ne m'a pas prise dans ses bras. Paul n'a pas présenté d'excuses. Il n'y a pas eu de pardon solennel, de grands discours. Mais petit à petit, quelque chose bouge. Camille s'est mise à rester plus longtemps dans la cuisine, à me poser des questions sur ma journée, pas seulement sur Arthur. Paul m'a appelé par mon prénom plus souvent, pas d'un ton pressé, mais avec une attention nouvelle. J'étais maladroit parfois, hésitant souvent, mais c'était réel. J'ai recommencé à sortir. Le mardi matin, j'allais à la librairie près de la place de la mairie, où la gérante me saluait toujours par mon prénom. Le jeudi après-midi, j'avais rejoint un petit cercle de patchwork à la médiathèque. Je suis même allé boire un de chez une ancienne voisine avec qui je n'avais pas parlé depuis le confinement. Je ne laissais plus de petits mots pour dire où j'étais. Je ne prévenais pas. Je vivais. Arthur s'y est adapté sans difficulté. Les enfants comprennent plus qu'on ne croit. Il m'a simplement demandé un jour si je serais là quand il rentrerait. J'ai dit oui. Il a souri, et c'était suffisant. La maison était différente. Elle respirait mieux, moins figée. Je n'étais plus une ombre mouvante entre les pièces. J'étais une présence. J'avais un espace, un rythme, une voix. Je reprenais ce que j'avais abandonné sans le savoir. Un soir, Camille est venue me voir dans ma chambre pendant que je pliais du tissu. Elle s'est arrêtée à la porte. Elle m'a demandé si j'étais sérieuse. J'ai réfléchi, puis je lui ai répondu que je ne cherchais pas le bonheur. Je cherchais la clarté, et que je l'avais trouvée. Elle a hoché la tête, doucement. Elle ne comprenait pas tout, mais elle essayait, et c'était déjà beaucoup. Je serai toujours la grand-mère d'Arthur. Ce lien-là est inaltérable. Mais je n'étais pas la nounou, je n'étais pas la bonne. J'étais le socle, le pilier silencieux, l'architecture invisible de leur quotidien. Et désormais, je n'étais plus seulement cela. J'étais aussi moi-même. Je n'ai pas repris la maison par vengeance. Je l'ai reprise parce que je n'avais fini de me faire toute petite dans les couloirs. Je l'ai reprise parce que l'amour n'est pas fait pour effacer. Il est fait pour tenir debout. Et cela, je le savais désormais, serait toujours plus que suffisant.